De parler en tout cas de deux choses qui à nos yeux sont assez importantes, c'est-à-dire la notion étendue du handicap, mais aussi de vous parler du concept d'aménagement raisonnable, qui à nos yeux n'est pas toujours suffisamment connu et qui devrait être mieux intégré à la fois dans la législation du travail, mais aussi dans la vie des entreprises. Et quand je dis la vie des entreprises, c'est aussi bien les employeurs que les syndicats, que les conseillers en prévention, que les médecins du travail. Et donc on prend toujours l'occasion de pouvoir mieux faire connaître ce concept. Alors je rappelle brièvement que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, on changera prochainement de nom, notamment parce que le Centre, qui est une institution fédérale, deviendra bientôt une institution, si tout va bien, en juin 2013, une institution interfédérale, c'est-à-dire compétente pour l'ensemble des régions et des communautés de Belgique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nous... Voilà. Nous travaillons dans un cadre légal. C'est des compétences qui nous sont données par le gouvernement et bientôt les entités fédérées. Et donc, le cadre juridique, c'est la législation antidiscrimination. Pour aller vite, nous avions, c'est vrai, commencé par la loi de 2003, qui est venue entre-temps, la loi du 10 mai 2007, au niveau fédéral, mais aussi un ensemble de décrets. Je ne vous ai mis que les décrets qui concernent la région wallonne et la communauté française. Ça, c'est notre cadre juridique. Heureusement, les comportements interdits, les raisonnements juridiques sont les mêmes dans tous les textes, donc c'est nous qui nous débrouillons avec les complexités institutionnelles. Et alors, récemment aussi, le Centre a reçu pour mission le suivi de l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Voilà. Alors, juste un aperçu des comportements interdits par la législation antidiscrimination. Il y a un certain nombre de comportements interdits, je ne vais pas faire long là-dessus, mais j'attire juste votre attention, en tout cas, sur certains comportements qui est discrimination indirecte, c'est dans mes services, je ne veux pas de personnes handicapées. Discrimination directe. Indirecte, c'est je ne veux pas de chien dans mon service sur un lieu de travail. Discrimination indirecte parce que les personnes malvoyantes accompagnées de chiens d'assistance seront discriminées. Mais aujourd'hui, j'attire surtout votre attention sur le dernier comportement interdit, c'est-à-dire le refus d'aménagement pour les personnes handicapées. Alors, on va voir en quelques mots ce que sont les aménagements raisonnables, et ce sont des notions de toute façon qui existaient déjà avant. On appelait ça l'adaptation du poste de travail, l'adaptation des organisations de travail. Simplement, la législation antidiscrimination apporte un caractère beaucoup plus obligatoire à partir du moment où l'aménagement, l'adaptation est raisonnable, il est obligatoire et ça concerne aussi bien l'embauche que le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le maintien en emploi. Alors peut-être... Voilà. Alors on va s'arrêter quand même 2 secondes sur le refus d'aménagement raisonnable en faveur des personnes handicapées. Alors, personnes handicapées, dans la législation antidiscrimination en tout cas, il n'y a pas de définition du handicap. Alors, c'est fait exprès, c'était fait exprès au départ. Dans les discussions pendant la construction de la loi, on y mettait toutes les formes de handicap, physiques, psychiques, mentaux, sensoriels, etc. Mais on y mettait aussi les maladies chroniques. Maladie chronique, ça veut dire diabète, épilepsie, sclérose en plaques, etc. Et on va voir aussi que ça reprend cette notion plus sociale du handicap, c'est-à-dire qu'on est d'autant plus handicapé que l'environnement est handicapant. Hein. Donc je prends toujours l'exemple assez simple une personne en chaise roulante sera toujours moins handicapée sur une digue de mer qu'à la montagne. Et donc, c'est toujours un environnement qui fait que la personne est plus ou moins handicapée. Alors, je vous ai mis juste une définition, mais comme ça, vous l'avez aussi sur le document dans votre fac, qui est une jurisprudence européenne de la législation antidiscrimination, qui reprend ces notions à partir d'une déficience. Vous avez des limitations dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, et c'est aussi ce contact avec un environnement qui crée le handicap. La définition, la Convention des Nations Unies est d'ailleurs bien meilleure que celle-ci,
Mais ils insistent aussi sur le fait qu'elle doit être probablement de longue durée. Par exemple, une fois au centre, on avait reçu une plainte d'un conseiller communal qui avait la jambe cassée et qui aurait bien voulu que les réunions des conseils communaux soient déplacées. On lui a dit, ça aurait été sympathique qu'elle soit déplacée, mais en tout cas, on ne peut pas faire marcher la législation anti-discrimination parce que c'est un handicap, oui, mais temporaire, et aux yeux de la législation, en tout cas, elle doit être de longue durée. Voilà. Je vous ai mis celle de la Convention internationale qui appuie plus sur cette interaction avec l'environnement et qui, à nos yeux, est meilleure. Alors, je vous ai mis aussi la définition légale des aménagements raisonnables. Je pense qu'en quelques mots, en tout cas, c'est de se dire que l'aménagement, qui est une notion assez individuelle, vous avez un travailleur handicapé, par rapport à des examens qu'il devrait passer, par rapport à son travail, de lui permettre des aménagements, pas qui vont l'avantager, pas qui vont lui donner des privilèges, mais simplement de rétablir une certaine égalité avec les autres travailleurs. C'est par exemple permettre qu'il y ait quelques entretiens, et pas seulement à l'embauche, mais par exemple les entretiens d'évaluation à une personne sourde avec un interprète en langue des signes, que ce soit aussi, on va voir, par des exemples. Donc quelques exemples matériels aussi, que ce soit du matériel qui d'ailleurs très souvent peut être financé par la WIP, donc des rampes d'accès, du matériel plus concret, des chaises ergonomiques, etc. Mais aussi, on y pense moins, mais on verra après que c'est souvent ce que demandent les gens, c'est plus des aménagements d'ordre immatériel, de l'organisation de leur travail. On pense par exemple à la possibilité de reprendre le travail à mi-temps, ou en tout cas avec un horaire, pas pour faire moins d'heures, mais simplement pour pouvoir se rendre chez le médecin à un certain moment, et donc de pouvoir décaler ses heures de travail. D'avoir aussi de nouveau, on l'a dit, de l'interprétariat, un accompagnement spécifique qui ne doit pas être trop lourd, mais qui peut être possible dans certaines structures de travail. Ah, décidément. Mais enfin, je ne suis pas encore au point pour le... Ah oui, mais je sais pourquoi. Voilà. Alors, s'il y a une chose à retenir, en tout cas aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est de plus en plus introduit dans la jurisprudence, et pas seulement européenne, mais aussi belge. C'est que, on a parlé tout à l'heure de la force majeure, ou des mises en disponibilité, la mise à la pension, etc., pour les travailleurs statutaires du service public. Alors, ce qu'amène la législation anti-discrimination, c'est cette obligation de regarder, vraiment de regarder, et si possible de trouver des aménagements raisonnables avant tout licenciement, avant toute conclusion d'inaptitude définitive, de bien regarder ça. Et donc, il y a déjà eu des dossiers judiciaires qui ont bien montré que dans tous les cas, il fallait d'abord prévoir des aménagements avant d'arriver à des conclusions qui sont assez malheureuses et donc par rapport à des maintiens en emploi. Et souvent on a l'habitude aussi de dire par exemple une nettoyeuse qui ne peut plus soulever certains poids, ça semble tellement évident qu'elle devient inapte. Attention, chaque cas doit être évalué individuellement et de ne pas faire de considérations trop générales. Alors voilà, je voulais terminer par vous donner un aperçu des plaintes, des signalements que nous recevons au centre. Alors ça, ce sont les signalements en général. Vous voyez que les signalements de discrimination potentielle, toutes les plaintes qui arrivent au centre ne sont pas des discriminations, parfois elles ne sont pas fondées. Et le deuxième motif pour lequel les gens s'adressent au centre. Alors vous voyez quand même que l'emploi, les plaintes en emploi, c'est plus ou moins un quart des plaintes handicap au centre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est aussi le moment, en tout cas, de la discrimination, en tout cas de la situation qui nous sont rapportées, et c'est la plupart du temps pour des situations en emploi, c'est-à-dire du travailleur qui est en fonction. Beaucoup aussi au niveau de l'embauche. Et alors,
qu'est-ce que c'est comme type de plainte? C'est en fait des refus d'aménagement raisonnable en majorité. Donc c'est le camembert vert que vous voyez. C'est plus de la moitié des plaintes qui concernent des refus d'aménagement raisonnable. Donc une fois de plus, ce n'est pas toujours des aménagements raisonnables et ce n'est pas toujours des discriminations, mais en tout cas, c'est les situations avec lesquelles les gens arrivent au centre. Et alors, quand on met toutes ces statistiques-là, en tout cas pour les années 2010-2011, de nouveau, les moments de refus d'aménagement, c'est surtout en maintien en emploi. Et alors ça aussi c'est intéressant, c'est que la plupart du temps, les gens ne demandent pas du matériel technique, hein, parfois oui, mais ce n'est pas la majorité. Et en fait, la majorité d'aides que demandent les travailleurs, ce sont des aménagements qu'on a vus immatériels, c'est-à-dire plus au niveau de l'organisation de leur travail, de leur temps de travail, de dérogation à certains règlements qui ne conviennent pas aux personnes handicapées. Voilà, alors j'attire juste votre attention sur une brochure qui existe au niveau fédéral, qui est un petit peu dépassée au niveau de la législation, mais au niveau du contenu, en tout cas, qui est intéressante, parce qu'elle est bourrée d'exemples, etc., d'aménagements, et elle est téléchargeable sur le site du SPF Emploi fédéral, mais il peut s'appliquer aussi au niveau local. Voilà. Je terminerai juste par vous dire qu'en tout cas, si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis, n'hésitez jamais à contacter le centre, d'autant plus que nous avons une cellule au centre qui s'occupe spécialement du travail avec les communes, avec la région wallonne. Et donc, vous pouvez toujours nous contacter aussi. Je pense peut-être qu'il y a des personnes ici dans la salle d'ailleurs qui connaissent Marie-Louise, qui fait tout un travail de collaboration au niveau communal. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc un grand merci pour ces excellentes explications par rapport au centre d'égalité des chances et principalement par rapport à l'aménagement raisonnable d'un poste de travail. C'est vrai que, justement, par rapport à la brochure, je tiens quand même à signaler que toutes ces brochures sont gratuites au niveau du SPF Emploi, donc il suffit simplement de demander soit de la télécharger en format numérique ou alors de simplement envoyer un petit mail ou un petit coup de fil et vous recevrez les brochures gratuitement chez vous. Voilà, maintenant nous allons passer à un témoignage, à 3 témoignages plus précisément, de travailleurs qui sont justement dans une situation de travailleurs moins valides. Ces témoignages ont été réalisés par TLNB sur le lieu de travail. Ça a été réalisé donc au centre hospitalier psychiatrique, universitaire psychiatrique Mons-Borinage et à la ville de Mons. Donc maintenant nous allons visionner ces témoignages et après reprendre le débat. Merci.